Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition tout à fait spéciale sur les antennes de Equinox Télévision. Invité spécial ce soir, Monsieur le ministre de la Communication en séjour à Douala, dans la capitale économique du Cameroun. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous arrivez à Douala au moment où les Camerounais sont sans nouvelles du président de la République depuis sa sortie à la tribune des Nations Unies. Monsieur le ministre de la Communication, où se trouve le chef de l'État? Le chef de l'État, de par son omniprésence, se trouve partout où se trouvent les intérêts de la nation. Les intérêts de la nation ont dicté sa présence aux Nations Unies. Les intérêts de la nation ont dicté qu'il se trouve physiquement là où il est. Et je ne vous dirai pas, je ne sais pas quelles sont vos intentions, si je le savais. Mais, je disais tout à l'heure, rassurez-vous, cher monsieur, le président de la République, du fait des facilités qu'offre la technique et la technologie. Le président de la République est partout où on a besoin de lui. Le président de la République me parle, il suffit que je me mette en Skype ou que je prenne mon WhatsApp, il est là. Il est présent, il est omniprésent. C'est pour vous rassurer, pour vous dire que H24, relevant de sa responsabilité, et tous ses collaborateurs, sous sa haute responsabilité, nous sommes au service de cette très grande, de cette très belle nation. Ne vous inquiétez pas. Mais sauf qu'il y a des inquiétudes, monsieur le président, monsieur le ministre de la Communication. Lorsqu'on écoute les Camerounais à travers les 10 régions du pays, et plus précisément dans les régions anglophones, certains vous disent « nous nous sentirons rassurés si notre président de la République est avec nous au Cameroun ». Cette crise a commencé quand? Cette crise a commencé il y a au moins un an. En novembre. En novembre. Le président de la République est absent depuis quelques jours. Enfin, c'est vrai que vous êtes journaliste professionnel, vous avez tendance à amplifier pour donner une dimension que la chose n'a pas. Mais vu l'ampleur des derniers événements, les manifestations du 22 septembre, par exemple. Mais enfin, oui, vous n'êtes pas l'homme de mesure. Vous n'êtes pas l'homme de mesure. Lui, il sait ce qu'il faut, il sait ce qu'il doit être à chaque instant. Vous, à partir du prisme qui est le vôtre, vous pensez qu'il aurait dû être là. Mais si les intérêts majeurs de la nation dictent sa présence ailleurs, il est là où il doit être. Cher monsieur, je suis ici pour vous rassurer que le chef de l'État est parmi nous. Là où je suis en train de vous parler, il est là. Donc, n'ayez doute et inquiétude. Tout se passe comme cela doit se passer. Dans les 10 régions en général et dans les 2 régions en particulier, je vois vos inquiétudes. Je suis navré, je suis désolé que ces sécessionnistes et grands bandits des grands chemins aient réussi à semer le doute et la psychose. Je suis venu ici pour vous dire, nous sommes une très grande, une très belle nation. Au même titre que Boko Haram n'a pas réussi à nous déstabiliser, en dépit des chars, des canons et de leur volonté démoniaque, en dépit des solidarités et des partenariats qu'ils ont construits. Boko Haram ne nous a jamais inquiétés. Mais restons sur la crise. Mais sur la crise anglophone, cher monsieur, quand vous donnez la population anglophone, par exemple, s'interroge, monsieur le ministre de la Communication, sur la présence, sur le théâtre des opérations, sur le terrain, des cadres anglophones du gouvernement. Depuis un moment, ils sont silencieux. Est-ce l'expression de l'absence d'une certaine emprise sur la population, monsieur le ministre? Nous avons fini avec le président de la République. Maintenant, on va vers les cadres à l'heure où je vous parle. Parce qu'on ne les voit pas ou on ne les entend plus. Mais parce que c'est le théâtre de la négociation. Mais vous n'avez pas un radar suffisamment précis et puissant pour les capter partout. Ils sont, puisqu'ils n'ont pas le don d'ubiquité, ils sont quelque part en train de s'acquitter de leur mission. Rassurez-vous, c'est leur première responsabilité. Ils sont là où ils doivent être en train de s'acquitter de leur mission. N'ayez pas de doute à cela. Je vous en prie et je vous comprends. Il vous faut du visuel. Il faudrait qu'on vous dise qu'on a vu ministre temps, on a vu le premier ministre temps. Non, monsieur, la division du travail du gouvernement vous échappe. Mais je vous prie de me croire. Investi de ce pouvoir. Mais on ne les voit pas, monsieur le ministre. Ils ne sont pas sur le terrain depuis un moment. Vous êtes ici, comment pouvez-vous déclarer qu'on ne les voit pas?
Avez-vous le don d'ubiquité? Nous sommes sur le terrain, monsieur le ministre. Nous suivons l'évolution de l'actualité. Est-ce que vous pensez raisonnablement, avec ce qui se passe là-bas, que les ministres d'expression anglaise comme première langue, qu'ils restent indifférents, qu'ils restent donc tapis dans leur bureau à Yaoundé pendant que la situation est délicate et difficile de l'autre côté? Non, non. Alors, vous avez tendance à l'évolution de vous avez tendance à accuser des ministres. Ils sont présents, non, ils sont sur le terrain. Il s'agit d'une. Vous êtes journaliste, vous défendez votre métier, je défends le gouvernement. Très bien. Alors, et parlons je dis justement donc, ils sont sur le terrain. Très bien. Ils sont sur le terrain en train de faire leur boulot. Et parlant justement de votre posture de défenseur du gouvernement, tel que vous le dites, on se souvient, monsieur le ministre de la Communication, qu'aux premières heures de cette crise, vous avez affiché une posture de négation de l'existence d'un problème anglophone. Mais pas plus tard qu'il y a 24 heures, vous avez fait une déclaration, notamment dans le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, pour dire qu'il y avait effectivement une crise sociopolitique qui avait un ancrage certain dans les régions anglophones du Cameroun. Quelle est votre posture aujourd'hui? Est-ce que vous regrettez de n'avoir pas pris la pleine mesure avant de vous prononcer aux premières heures de cette crise? Cher monsieur, vous avez raison. La première déclaration que j'ai faite le premier jour où j'ai eu à mes côtés les ministres de l'éducation de base, de l'enseignement secondaire et autres à mes côtés, j'avais dit effectivement qu'il n'y avait pas de problème anglophone pour la bonne et simple raison que dans mon esprit, il s'agissait des problèmes de routes brisées, des écoles qui manquent, des ponts qui manquent. Je dis ce problème est commun sur l'ensemble de la nation. Quand il s'agit des problèmes d'infrastructure, d'écoles, des problèmes sanitaires, c'est des problèmes globaux que connaissent les régions. À partir de quel moment commence donc la crise anglophone pour vous? Je vais répondre, mais écoutez, je suis objectif, je suis honnête. Je dois vous dire, au premier jour, dans mon esprit, et après m'être entretenu avec quelques experts, je focalisais l'attention sur les infrastructures, sur les problèmes sociétaux. Mais, quand les avocats, les enseignants ont posé le problème, on dit, ah, pourquoi est-ce que tous les documents ne sont pas traduits en anglais? Pourquoi tout ce qui sort de l'administration n'est pas dans les deux langues conformément à la Constitution? Pourquoi à l'ENAM il n'y a pas telle section? Pourquoi telle? Oui, il y a ce problème. Et il faut le régler. Donc, cher monsieur, je dis que oui. Au départ, je n'avais pas cette vision. C'était une vision qui était perçue à travers un prisme réducteur. Aujourd'hui, le prisme a pris toutes les dimensions qu'il faut et tous les problèmes que nos compatriotes ont soulevés, en particulier les problèmes des avocats et des enseignants, tous ces problèmes où on trouvait la totalité des solutions ou en passe de les trouver. Mais n'est-ce pas cette erreur d'appréciation qui vaut aujourd'hui la profondeur de cette crise, monsieur le ministre? Vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. Hein. dont le gouvernement reconnaît s'être trompé dans son analyse et son appréciation des revendications qui étaient au départ corporatistes, devenues politiques? D'abord, je voudrais vous faire remarquer une chose. Ce plateau n'est pas un tribunal et vous n'êtes pas un procureur à charge. Loin de là, monsieur le ministre. Voilà. Nous sommes ici donc, pour un regard prospectif. Vous invitez le ministre de la Communication qui porte la parole du gouvernement à jeter un regard sur le rétroviseur. La réalité, c'est à travers le pare-brise et non le rétroviseur. Parce que justement, on est passé d'une revendication corporatiste, telle que vous le disiez, à une crise devenue essentiellement politique, avec des ramifications. Cher monsieur, nous sommes en train d'avancer. Nous n'avons jamais prétendu que le gouvernement est parfait, jamais. Mais nous proclamons que le gouvernement est perfectible. Et la responsabilité de chaque citoyen, gardien de cette nation, mobilisable à chaque instant, c'est d'apporter sa pierre pour améliorer ce qui doit l'être. Améliorer ce qui doit l'être. Vous voulez accuser le gouvernement? Non. Est-ce que vous connaissez le gouvernement parfait au monde? Combien de gouvernements, 100 ans plus vieux que celui du Cameroun, reconnaissent les insuffisances et les corrigent? Nous n'avons jamais prétendu que le gouvernement est parfait. Donc, mais nous disons que vous reconnaissez. Nous disons que le gouvernement est. Mais nous disons que, à l'instar de tous les gouvernements de par le monde,
notre gouvernement est perfectible. Et votre responsabilité, c'est d'accompagner le gouvernement dans cet effort de perfectionnement. Mais le problème pourrait aussi être la posture des membres du gouvernement, monsieur le ministre, comme nous avons vu sur le théâtre des opérations, sur le front de la négociation. D'ailleurs, dois-je le rappeler, lors de son passage à la tribune des Nations Unies, le président de la République a dit du haut de cette tribune à New York, nous sommes des mendiants de la paix. Alors, peut-on être mendiant de la paix en affichant une posture d'arrogance, comme l'ont été certains membres du gouvernement sur le théâtre des opérations? Je disais tout à l'heure que vous étiez procureur à charge. Malheureusement, je n'ai pas d'avocat. Non, je n'ai pas d'avocat. Si j'avais d'avocat, j'allais dire, monsieur l'avocat, alors il allait me souffler quelque chose. Ne dites pas ça parce que vous avez un procureur à charge. Non, monsieur, il n'y a pas d'arrogance. Votre gouvernement est à votre service. Mais chaque être a sa manière d'être et de vivre. Je peux venir aujourd'hui m'exprimer comme je m'exprime, ok, pas de problème. Vous trouvez que je suis humble et serviable. Quelqu'un vient, vous sert, vous direz, celui-là, il est arrogant. Non. Il n'y a pas un comportement type qu'un membre du gouvernement doit avoir. Mais chaque responsable, conformément au texte organique de son département ministériel, doit être à la hauteur de ses responsabilités et de ses défis. Alors, vous arrivez à Douala, monsieur le ministre, au moment où les Nations Unies viennent de se prononcer sur cette crise. Le secrétaire général des Nations Unies dit dans son communiqué qu'il est convaincu que seul un dialogue véritable et inclusif entre le gouvernement, bien sûr, et la communauté anglophone des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ce dialogue-là pourra être la solution à cette crise et bien sûr pour la préservation de l'unité. Alors, quand irez-vous à la table du dialogue? Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Monsieur le ministre, le secrétaire général vient de donner raison au gouvernement camerounais, au président Biya, qui a mis en place un comité en train de dialoguer et de discuter. Please. Quel a été l'élément déclencheur de cette situation? De l'indépendance jusqu'à il y a donc un an, nous nous sommes complis, nous avons accepté la manière dont les choses se déroulaient. Jusqu'au moment où les avocats, les premiers, ont dit non, ça ne va plus, nous ne nous reconnaissons pas dans le système. Et les enseignants ont dit ça ne va pas, nous ne nous reconnaissons pas. Alors, le président, M. Biya, qui nous gouverne, a mis en place un comité. Et que fait ce comité? Le dialogue. Discuter, discuter, discuter. Donc, en d'autres termes, il n'y aura pas de dialogue national. Non. Il n'y aura pas d'autre cadre aménagé pour... Non. Maintenant, vous demandez un dialogue national. C'est-à-dire, vous élargissez également le prisme d'observation de la situation. Vous avez cité le secrétaire général. Il a dit négocier avec les anglophones. Je dis, ok, il applaudit. Il parle bien d'un dialogue véritable et inclusif entre le gouvernement et les acteurs. Vous savez, véritable, c'est très subjectif. Quelle est votre compréhension de ça? Ma compréhension, c'est qu'il nous donne raison. Il dit simplement continuez ce que vous êtes en train de faire, le dialogue. Quand il dit véritable, où est l'onde de mesure? Où est l'onde de mesure? Quel est l'archétype qui pourrait nous servir de référentiel pour dire, ah, ici, c'est sincère, c'est inclusif? Non, non. Il donne raison au gouvernement, mais votre lecture est biaisée. C'est une question, monsieur le ministre, pour mieux percevoir. Alors, l'autre aspect de votre question consiste à dire que il donne raison au gouvernement et à travers le gouvernement, la nation, et il donne tort aux sécessionnistes. Dites-le. Il dit aux sécessionnistes, ce que vous demandez, vous n'obtiendrez pas. En revanche, à travers un dialogue qu'il veut inclusif, je ne sais pas, machin, à travers ce dialogue, toutes les questions que vous soulevez trouveront solution. Permettez-moi une seconde que j'ajoute quelque chose. Les sécessionnistes ont introduit une pétition aux Nations Unies pour dire qu'il y aura sécession, qu'il y aura ci ou ça. Fin de non-recevoir. Où sont les éléments plutôt génocide? Où sont les éléments de génocide? Ils sont allés en Grande-Bretagne pour dire attention. On dit non, monsieur. Rentrez chez vous, dialoguez, négociez. Et les Nations Unies écrivent au président Biya.
les Britanniques écrivent au président, bien partout ils sont allés pour dire que la seule façon de régler le problème, dialogue. Donc, ces gens-là ont dit non à la sécession. Très bien. Alors, pour sortir, et vous aussi, vous devez dire non à la sécession. C'est d'ailleurs une posture, nous sommes pour une nation indivisible. Alors, monsieur le ministre de la Communication, pour sortir, quelle est aujourd'hui pour vous la solution à cette crise? Certains observateurs et analystes de la scène politique nationale estiment qu'il faut revoir la forme de l'État et que l'État unitaire décentralisé, tel que rendu opérationnel aujourd'hui au Cameroun, présente un essoufflement. Quelle est votre position? C'est une lecture que nous respectons, mais nous disons que la décentralisation n'a pas produit tous ses effets. Elle n'est pas achevée. Parce que les textes n'ont jamais été appliqués. La Constitution de 96. Elle sera appliquée, cher monsieur. La Constitution, rien de ce que fait le président de la République n'est illégal. La Constitution lui donne la possibilité de, n'est-ce pas? Alors, on mais ne 20 peut ans pas, après, monsieur le ministre, on ne comment peut pas, comprendre? Monsieur, on ne peut pas émettre un jugement de valeur et procéder à une condamnation pour une chose, pour un bébé encore en gestation. Attendez d'abord que que la décentralisation produise tous ses effets. Si nous ne sommes pas satisfaits, on interroge le chef de l'État. Mais pendant que la chose est en train d'être mise en place, vous dites que c'est pas bon. Non, c'est un procès en sorcellerie, n'est-ce pas? Un mot à l'endroit des Camerounais, de nos frères anglophones qui nous écoutent avant de sortir? Pas seulement de nos frères anglophones. Je voudrais d'abord saluer le PDG de Equinox, qui se trouve être le président de la commission de la carte de presse. Il fait un travail merveilleux. Je suis fier de ce qu'il est en train de faire. Mais je voudrais rappeler au président, un journaliste de qualité, n'est-ce pas? Mais surtout qui a foi en sa nation. Si Séverin Tchounkè n'avait pas foi en sa nation, il n'aurait pas investi. Et je lui demande donc d'être gardien de son investissement. Parce que si le Cameroun brûle, lui il perd. Vous perdez rien, vous partez. Mais lui il perd. Pas tout à fait, monsieur le ministre. Attendez. Donc lui, il est obligé d'être gardien de cette nation. Il faut qu'il soit gardien. Il ne faut pas écouter les aventuriers. Et à nos frères anglophones? Non, je m'adresse d'abord aux journalistes. Je suis responsable de la communication. Nous sommes des gardiens de l'orthodoxie, nous sommes gardiens de notre vouloir vivre ensemble, nous sommes gardiens de l'intégrité territoriale de notre maison. Je prie au président, aux journalistes, que tous ceux qui promeuvent la haine, ne leur donnez pas accès. Soyez gardiens jaloux de ce que nous sommes. Nous sommes en période de crise. Soyez tous des sapeurs-pompiers et non de la pyromanie. Merci, monsieur le ministre. Mesdames, messieurs, merci pour votre aimable attention. Ne quittez pas. Dans un très court instant, la version en langue anglaise. Monsieur le ministre de la Communication sera face à Mfo Hansen Tchandji. À tout de suite.